Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réactions chimiques et plus particulièrement aux quantités de chaleur échangées au cours des réactions chimiques que l'on peut calculer grâce à la loi de Hess. Une réaction chimique correspond à la transformation d'un système chimique. Elle permet, à partir de réactifs, système chimique initial, d'obtenir des produits, système chimique final. On considérera qu'elle se fait à température constante. Au cours de la réaction chimique, il y a conservation de la matière. On retrouve les mêmes atomes et en même quantité au sein des réactifs et au sein des produits, mais ils sont liés différemment. Les molécules diffèrent en qualité et en quantité. Si on prend comme exemple la combustion du glucose, les réactifs sont une molécule de glucose et 6 molécules de dihydrogène. Les produits sont 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Cependant, il y a bien 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 18 atomes d'oxygène au sein des réactifs comme au sein des produits. Le système chimique est donc un système fermé, pas d'échange de matière avec l'extérieur, qui subit une transformation ouverte. Les produits sont différents des réactifs. Un tel système peut échanger de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur. On appelle chaleur de réaction la quantité de chaleur échangée à température constante par le système chimique avec le milieu extérieur au cours de la réaction chimique. Si cette réaction chimique se fait à volume constant, alors la chaleur de réaction sera égale à la variation d'énergie interne du système chimique. Si elle se fait à pression constante, alors la chaleur de réaction sera égale à la variation d'enthalpie du système chimique. Mais ça, vous le savez déjà. Et vous connaissez également déjà la relation qui lie la variation d'enthalpie d'un système à sa variation d'énergie interne dès lors que l'on est à température constante, que le volume des phases condensées est négligeable devant celui de la phase gazeuse et que l'on peut considérer les gaz comme parfaits. Cette relation sera très utile en thermochimie. Encore quelques définitions. L'état standard d'un composé est l'état physique de ce composé sous la pression standard, qui par convention est notée P0 et vaut 1 bar. Toutefois, l'état physique d'un composé ne dépend pas que de la pression, mais également de la température. Il faudra donc bien la préciser. Par exemple, l'état standard de l'eau, c'est-à-dire sous la pression standard, est l'état solide si la température est moins 10 degrés Celsius, mais c'est l'état liquide à 25 degrés Celsius. Autre définition, l'état standard de référence d'un élément à une température donnée est l'état physique le plus stable du corps simple à cette température. Dans les tables thermodynamiques, la plupart des grandeurs standards sont données à 25 degrés. Par exemple, le fer à 25 degrés et sous 1 bar est à l'état solide. Dans les mêmes conditions, l'hydrogène sera gazeux et existera sous la forme diatomique H2. À présent, nous allons déterminer ce qu'est l'enthalpie de formation d'un composé. Comme nous allons le voir, cette grandeur va nous être très utile pour calculer des chaleurs de réaction à pression constante. En effet, à pression constante, la chaleur de réaction est égale à la variation d'enthalpie, qui est égale à l'enthalpie du système à l'état final moins l'enthalpie du système à l'état initial. Considération qui reste tout à fait sur un plan théorique, car dans la pratique, on ne peut pas accéder à ces valeurs. Nous allons donc exploiter la propriété de fonction d'état de l'enthalpie pour construire ce que l'on appelle un cycle thermodynamique et accéder à la grandeur recherchée. Et c'est là qu'interviennent les enthalpies standards de formation des composés. H étant une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final du système, ici système chimique. Par conséquent, je peux construire n'importe quel chemin fictif entre mon état initial, les réactifs, et mon état final, les produits, et travailler sur ce chemin fictif pour calculer la chaleur de réaction qui m'intéresse. Voilà ce que je vais imaginer. Au lieu de transformer mes réactifs en produits par la réaction, je vais d'abord décomposer les réactifs en leurs éléments constitutifs pris dans leur état standard de référence, puis à partir de ces éléments, je vais former les produits de la réaction. La chaleur de la réaction que je cherche sera la somme de la quantité de chaleur échangée au cours de la décomposition des réactifs
plus la quantité de chaleur échangée au cours de la formation des produits. Nous en arrivons à la définition de l'enthalpie de formation d'un composé. C'est l'enthalpie de la réaction de formation de ce composé à une température donnée et sous la pression standard à partir des éléments qui le constituent, éléments pris dans leur état standard de référence. Si je reprends l'exemple de l'eau, il s'agit d'écrire la réaction de formation de l'eau, qui est liquide à 25 degrés et sous un bar, à partir des éléments qui la constituent, l'hydrogène et l'oxygène, pris dans leur état standard à 25 degrés, c'est-à-dire le dihydrogène gazeux pour l'hydrogène et le dioxygène gazeux pour l'oxygène. La réaction est donc H2 gazeux plus 1,5 de O2 gazeux donne H2O liquide. Cette réaction est la réaction de formation de l'eau liquide. L'enthalpie de cette réaction est l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide à 25 degrés et sous un bar. Le corollaire de cette définition est que l'enthalpie standard molaire de formation d'un élément pris dans son état standard de référence est nulle. On va donc utiliser les enthalpies standards de formation pour calculer les quantités de chaleur échangées au cours des étapes de notre chemin fictif. En effet, la décomposition des réactifs correspond à la réaction inverse de leur formation, et H étant une fonction d'état, la quantité de chaleur correspondant à la décomposition des réactifs sera égale à moins la quantité de chaleur qui accompagne leur formation. Pour la formation des produits à partir de leurs éléments pris dans leur état standard de référence, on est directement sur des enthalpies de formation. Donc finalement, l'enthalpie de réaction est égale aux enthalpies de formation des produits moins les enthalpies de formation des réactifs. J'ai mis des guillemets autour de somme des enthalpies de formation des produits ou des réactifs, car il faut bien prendre en compte les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits, comme nous allons le voir sur l'exemple qui suit. Reprenons la combustion du glucose. Le glucose et le dioxygène sont nos réactifs, le dioxyde de carbone et l'eau sont nos produits. Nous allons construire un cycle fictif en décomposant les réactifs en éléments pris dans leur état standard de référence pour ensuite former les produits. À partir d'une mole de glucose, nous aurons donc 6 moles de carbone qui, dans nos conditions de température et de pression, se trouvent être sous forme solide et plus précisément sous forme graphite, d'où le petit greu entre parenthèses à côté de notre carbone. Alors pourquoi graphite? Vous savez que le carbone existe sous 2 formes cristallographiques à l'état solide, le graphite et le diamant. Or, dans les conditions standards, l'état le plus stable, c'est la forme graphite. Donc l'état standard du carbone à 25 degrés sous 1 bar, c'est le carbone graphite. Par ailleurs, à partir de notre mol de glucose, nous allons avoir 12 moles d'hydrogène qui se trouvent sous la forme de 6 moles de dihydrogène à l'état gazeux. Et puis, les 6 oxygènes que l'on a dans le glucose vont se trouver sous la forme de 3 moles de dioxygène qui s'ajoutent aux 6 que l'on avait déjà. À partir de ces éléments pris dans leur état standard de référence, on pourra ensuite former les produits, à savoir 6 moles de dioxyde de carbone à l'état gazeux et 6 moles d'eau à l'état liquide. Pour calculer la chaleur de réaction, on exprime les enthalpies de formation des produits, c'est-à-dire 6 fois l'enthalpie de formation du dioxyde de carbone à l'état gazeux, puisqu'on forme 6 moles, et 6 fois l'enthalpie de formation de l'eau à l'état liquide, auquel on retranche les enthalpies de formation des réactifs, c'est-à-dire 1 fois l'enthalpie de formation du glucose à l'état solide et 6 fois l'enthalpie de formation du dioxygène à l'état gazeux, qui est nul, puisque le dioxygène gazeux est l'état standard de référence de l'oxygène dans les conditions de température et de pression considérées. Nous obtenons ainsi l'expression de la chaleur de réaction de combustion d'une mole de glucose à pression constante, qui correspond à l'enthalpie standard de combustion.
En général, les enthalpies molaires standards de formation sont données en kilojoules par mol. L'enthalpie de combustion sera également en kilojoules. Je ne saurais trop vous conseiller de bien penser à prendre en compte les coefficients stoichiométriques, leur oubli est une erreur classique, et également de bien préciser l'état physique des composés, car la valeur de l'enthalpie de formation d'un composé varie selon l'état dans lequel on le considère. Toutes ces notations sont pénibles, mais les négliger est source d'erreur. Si l'on en revient au cas général, voici encadrée l'expression rigoureuse de ce que l'on appelle la loi de Hess, qui exprime l'enthalpie de réaction en fonction des enthalpies de formation des produits et des réactifs. Nu produit et nu réactif représentant respectivement les coefficients stoichiométriques des produits et des réactifs. Cette loi de Hess est utilisable pour les réactions chimiques et pour les changements d'état. Vous pouvez l'utiliser directement sans construire le cycle thermodynamique, qui n'avait pour but que de bien vous faire comprendre la loi de Hess. J'espère cependant que vous avez bien compris comment on construit un cycle thermodynamique et pourquoi on le fait, car c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo.